Bonjour à tous, bienvenue dans Parlement Hebdo. Bonjour Aude Morakini. Bonjour Mickaël et bonjour à tous. Toute l'actualité politique et parlementaire, évidemment, on va commencer par cette dernière ligne droite pour les primaires. François Hollande et Martine Aubry se départageront ce dimanche. Une semaine d'entre-deux tours marquée par les soutiens à François Hollande et par le dernier débat télévisé, page spéciale primaire, au début de cette émission. Au Sénat, le président socialiste Jean-Pierre Bel a prononcé la traditionnelle allocution, marquant l'ouverture des travaux parlementaires. Ne surchargez pas notre ordre du jour de projets émotionnels ou de circonstances, a-t-il lancé à l'adresse du gouvernement. Enfin, cette semaine, les partis politiques organisaient leur journée parlementaire. Dernière occasion de recadrer les troupes dans cette année électorale. Nous nous intéresserons particulièrement à l'UMP et à Europe Écologie Les Verts. Et avec nous pour commenter l'actualité, Jean-Vincent Placé. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors la dernière fois que vous êtes venu commenter l'actualité dans cette émission, c'était en homme de parti d'Europe Écologie Les Verts. Et maintenant, vous avez une casquette supplémentaire, celle de sénateur de l'Essonne, arrivé avec la vague rose et donc un peu verte du 25 septembre dernier. Voilà. Vous siégez depuis 2 semaines plutôt au fond de l'hémicycle. Dans cette courte expérience, il y a déjà un moment de la vie sénatoriale qui vous a particulièrement plu? Oui, évidemment, la première séance qui est pleine d'émotions, il faut le dire, hein, parce qu'il y a l'aspect politique, donc la victoire de la gauche et des écologistes. Il y a aussi la grande satisfaction d'avoir 10 sénateurs et sénatrices écologistes. Et puis, il y a évidemment une satisfaction personnelle, qui n'est pas un aboutissement, qui est plutôt un départ. Et c'est vrai que de rentrer dans l'hémicycle le 1er octobre, puis d'écouter un excellent et très beau discours du doyen d'âge Paul Vergès, c'était vraiment un moment important, oui, bien sûr, dans une vie d'homme, comme on dit. Heureux d'être là. Oui, heureux, enfin fatigué. Je peux vous dire que depuis 2 semaine, pas votre non, entre la coordination des sénatrices et des sénateurs, la coordination de la majorité qu'on est en train de mettre en place, le travail du début du travail parlementaire. Hein. Moi, je suis à la commission des finances. J'ai pris la charge du rapport spécial sur la sécurité. Donc, ce sont les crédits de la police et de la gendarmerie. Et ça ne fait que commencer parce qu'on va bientôt voter le budget également. Oui. Je vais intervenir mercredi prochain sur Dexia. Et puis on aura des interventions fortes, notamment en début novembre sur le budget bien sûr. Et puis je crois qu'il y a un grand débat, m'a dit Nicole Bricq, la rapporteure générale du budget, sur les prélèvements obligatoires, où j'interviendrai également. Voilà, donc, on peut rappeler peut-être que avant l'élection du président du Sénat, vous avez envisagé d'être également candidat à cette élection. C'était aussi un moment très important pour marquer votre territoire? C'est pas pour marquer notre territoire, c'est que nous, les écologistes, nous sommes bien sûr avec des alliés, des partenaires. On est dans la loyauté, mais on n'est pas dans la vassalisation, on n'est pas dans l'inféodation. Et il n'y a pas de scandale à partir du moment où, sur un deuxième tour, on est rassemblés, d'avoir une diversité au premier tour. Après, on a eu des discussions de la majorité et Jean-Pierre Bel avait beaucoup de convictions, notamment sur des convictions écologiques et de souci de la rénovation démocratique du Sénat, de respect aussi de l'opposition, de la volonté d'ouverture du Sénat sur la société, à apporter non pas des gages, mais des éléments importants de future gouvernance du Sénat. C'était pas pour montrer vos muscles en fait, c'était Non, pour essayer de peser, essayer de négocier. Non, sincèrement non, on ne cherchait pas à peser. Certains ont voulu, et c'est peut-être la loi du genre, parler de compléments de négociation, mais les négociations, elles se sont passées assez vite. Hein. Les responsabilités sont lourdes à 8 mois d'élection présidentielle, d'avoir un Sénat à gauche, et donc il y a beaucoup de dignité, je pense, à avoir. Il y a aussi de la sobriété de l'éthique. Le président Bel en a parlé mercredi dans son discours. Et puis surtout, on a à s'opposer, bien sûr. Les Français nous attendent sur l'opposition à Sarkozy et son gouvernement, mais ils nous attendent beaucoup sur les propositions. Et donc ce travail-là, il est à faire, et je crois que c'est ça qui est important. On va revenir sur la présence écologiste au Sénat tout à l'heure, mais évidemment, on va commencer avec l'actualité qui a marqué la semaine, le premier tour des primaires socialistes et le duel qui a suivi. Alors on revient d'abord sur l'ambiance du début de semaine. François Hollande en tête mais un peu déçu. Le camp Aubry qui garde espoir. Et un troisième homme, Arnaud Montebourg, bien décidé à jouer les arbitres. En ce lundi, en tout cas, il y a déjà un vainqueur, la participation. Ahmed Tazir.
Le pas assuré, Harlem Désir va annoncer à la presse l'exploit de la primaire citoyenne, un taux de participation au-delà des espérances socialistes. Au même moment, conclave à l'Assemblée nationale. Arnaud Montebourg réunit ses troupes. Les journalistes sont à l'affût d'une consigne de vote. Comment allez-vous ? Écoutez, une grande forme. C'est une journée passionnante qui s'ouvre et qui commence. Appellera à voter pour Aubry ou pour Hollande. Arnaud Montebourg a décidé de ne rien décider. Je vais voir maintenant Ségolène Royal. D'abord parce qu'elle m'a ému cette nuit. Et par ailleurs, lui suis resté un ami très proche pendant cette campagne. Et par ailleurs, elle a défendu des positions assez proches des miennes. Donc je vais lui rendre une visite amicale. À quelques pas de l'Assemblée, François Hollande est assailli par les journalistes. Celui qui est en tête de la primaire socialiste ne veut pas que l'on oublie le message envoyé dimanche soir par les électeurs de gauche. Ils ont voulu surtout faire gagner la gauche. Eh bien, il faut être comptable, responsable de cet engagement. Siège du Parti socialiste en début d'après-midi. Réunion des soutiens de Martine Aubry. Le message, face à François Hollande, la dame de fer socialiste est plus rassembleuse. S'il n'y avait pas de différence entre eux, il n'y aurait pas de primaire. Donc la différence sur laquelle Martine Aubry veut insister, parce qu'elle l'incarne, c'est cette volonté de changement. C'est aussi cette expérience qu'elle a. Voilà, notre pays est en crise, l'Europe est en crise, le monde aussi. Et dans cette crise-là, il faut quelqu'un d'extrêmement solide. Les deux finalistes, eux, affûtent d'ores et déjà leurs arguments pour le grand débat qui les opposera mercredi sur France 2. Et le dernier débat, ce face-à-face, a eu lieu mercredi soir pour tenter de départager les deux candidats. Un débat jugé technique, mais crispé, avec quelques escarmouches. Morceau choisi, Delphine Gérard. Moi, je ne sais pas ce que c'est que la gauche dure. Je n'ai pas envie d'ailleurs d'une gauche dure, très franchement. On sort de 5 ans d'une présidence brutale et on serait, nous, une candidature sectaire. Je ne le veux pas. Quand je parle de gauche forte, bon, la force c'est quand même une bonne chose, c'est comme la solidité. Ça veut dire aussi qu'il faut dire les choses clairement. Et moi je crois qu'aujourd'hui c'est pas le débat qui est gênant entre nous, c'est le flou. Et je crois que c'est cela qui peut gêner les électeurs. Si on veut que les Français reprennent confiance en nous, reprennent confiance en la politique, reprennent confiance en la gauche, il faut qu'on dise clairement les choses. Je dis oui, une femme présidente de la République, dont la première mesure, je l'ai déjà préparée, sera de faire voter cette loi sur l'égalité salariale homme-femme. Je revendique d'être neuf, parce qu'il faut des solutions neuves. Martine, tu dis, on n'a pas essayé, ça n'a pas marché. Moi, je veux du neuf. Après, on regardera. Alors Jean-Vincent Placé, est-ce que ça vous a donné envie de voter pour ce dimanche? Non, ça ne m'a pas envie ça m'a pas du tout envie de donner envie de voter. En revanche, je salue la grande réussite de cette primaire. Moi, pour ma part, j'étais plutôt du camp des dubitatifs. Et ben, je suis surtout dans le camp de ceux qui ont eu tort. Quelqu'un a gagné lors de ce débat, Martine Aubry, François Hollande? Déjà, c'est une grande réussite pour le Parti socialiste. Ça, on a compris, mais oui, François Hollande, Martine Aubry. Écoutez, je crois que ça va donner tout à la fois, il faut relativiser, un élan à la candidature socialiste. Après, la candidature socialiste, il faudra qu'elle s'installe dans l'opinion avec des propositions de fond qui ne seront pas, je pense, forcément celles qui ont été dites là, parce que quelque part, la responsabilité du candidat socialiste, parce que moi je le dis tranquillement, sera d'être le président ou la présidente en mai prochain si cette candidature bat Nicolas Sarkozy. Elle a vocation évidemment, mais je ne vais pas donner de leçons, à unifier et rassembler les socialistes dans un premier temps. Et il faut que, dans le cadre de la discussion que nous aurons sur le pacte de coalition, comme dit Cécile Duflot au mois de novembre, il y ait une réflexion sur la synthèse des idées écologistes et socialistes. Donc cette candidature, elle est dans un début. Voilà, elle est dans un début. Donc c'est bien, c'est une bonne rampe de lancement, je pense, mais je crois que ça sera loin d'être suffisant. C'était probablement nécessaire, mais ça ne sera pas suffisant. On dit souvent que Martine Aubry est la plus écolo-compatible à vos yeux, vous écologistes. Vous êtes d'accord avec ça? En tout cas, pour Cécile Duflot, c'est ce qu'elle dit. Non, enfin, notamment Cécile sur le Duflot, nucléaire, puisqu'elle c'est pas ce qu'elle vraiment, c'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit ce que nous pensons, c'est-à-dire que nous avons très très bien travaillé avec Martine Aubry, première secrétaire du Parti socialiste, qui est une femme de conviction très forte, avec un caractère affirmé, mais qui est aussi plutôt quelqu'un d'ouverture et de débat, et qui effectivement s'est beaucoup intéressé
s'intéresser aux questions écologiques, à la crise pour la planète, aux questions des ressources naturelles, à la synthèse des questions économiques et sociales et écologiques. Et c'est vrai que sur la question de la sortie du nucléaire, elle est très claire. Donc nous allons d'ailleurs de toute façon discuter dès lundi prochain, quoi qu'il arrive, avec la première secrétaire du Parti socialiste, parce que je le dis aussi assez tranquillement, moi je me suis beaucoup intéressé à ces primaires. Après, je ne dis pas non plus que j'en fais une affaire formidable. Hein. Est-ce que vous savez Parce que moi je pense que c'est important que le Parti socialiste ait un porte-parole pour cette campagne qui aura vocation à présider la République. Mais moi, j'attends pas le sauveur suprême, moi, j'attends pas celui qui va nous guider vers un monde meilleur. Je pense que celui qui sera président, il a vocation à travailler avec sa majorité parlementaire. Oui, je vois que vous êtes surpris. Parce que je suis surpris de votre réaction, parce que les Verts, le PS, a priori, on travaille ensemble. Mais en tout cas pour un contrat de législature, c'est ce que vous disiez à l'instant. Oui, mais c'est ça qui est terrible, c'est que je vois que en plus quelque part vous êtes tellement habitué à la personnalisation, vous êtes tellement focalisé là-dessus, vous êtes tellement dans la Ve République, vous êtes tellement dans les écuries présidentielles. Ah, vous c'est la Ve République, c'est plutôt Arnaud Montebourg alors. Oui, bien sûr, mais nous justement, moi j'attends pas du tout que ça soit comme avec Monsieur Sarkozy ou même avec ses prédécesseurs, messieurs Mitterrand et Chirac, qu'il y ait le président au château, ses conseillers, que tout cela dirige à quelques-uns, donne des ordres aux ministres, impose des projets de loi rapidement votés par l'Assemblée nationale et le Sénat. Il faut réinventer une autre forme de démocratie et parlementaire et une démocratie sociale. Et j'attends du président, je l'ai déjà dit, qu'il soit président, stratège et coordonnateur, et pas quelqu'un avec lequel on serait sous... Donc, pas François Hollande ni Martine Aubry, c'est ce que vous dites. Non, mais l'un et l'autre iront très bien à partir du moment où les socialistes se désignent et qu'il sera opposé au deuxième tour à Nicolas Sarkozy. Ce que je dis, c'est que il faut qu'il y ait des discussions sur le fond, sur le projet, sur les propositions et qu'on sorte franchement, parce que si ça a autant passionné, c'est vrai que ça a passionné, je reconnais, mais il y a eu un tel focus des médias là-dessus, parce que pour vous c'est simple, on a les candidats, on essaie de tirer des traits de personnalité comme ça, c'est simple. On croirait entendre la droite. Non, mais il ne faut pas que ça soit Secret Story, voyez-vous, il ne faut pas qu'on essaye à chaque fois de dire, tiens, celui-là il joue le rôle du méchant, celui-là du dur, du mot, etc. Voilà, si on pouvait revenir là maintenant, après cette primaire, sur les débats de fond, quel sera le projet du candidat socialiste? Quel sera plus précisément le projet de la candidate des écologistes? La discussion avec nos amis du Front de gauche, l'opposition résolue face à la droite, la façon de travailler en cohérence dans l'unité et dans la diversité, dans les gauches communistes et radicales, les gauches social-démocrates, les gauches écologistes. Voilà, moi c'est ça qui m'intéresse. Donc finalement, ce que vous dites, c'est vivement que ces primaires se terminent, qu'on passe aux discussions de fond pour ce pacte de coalition, et puis bien sûr à la préparation du premier tour, parce qu'il y a quand même un premier tour avant le deuxième. Un mot d'Arnaud Montebourg. Donc on a vu dans les ralliements de cet entre-deux tours qu'ils étaient largement profitables à François Hollande, Ségolène Royal, Manuel Valls, puis ce vendredi Arnaud Montebourg à titre personnel. Là, c'est la gauche de la gauche qui rejoint un peu la social-démocratie. Ça vous étonne? C'est cohérent? Oh, moi je ne ferai pas de commentaires sur les ralliements. Déjà, le terme n'est pas terrible. On devrait plutôt dire soutien, et puis chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Ça vous surprend ou pas, ce soutien? Non, moi je l'ai dit d'ailleurs, la plupart des militants écologistes ont plutôt voté réellement d'ailleurs, parce qu'eux aussi ont été intéressés par ça, et je le reconnais bien volontiers, parce que nous on n'a pas donné, on ne participe pas au niveau de la direction d'Europe Écologie Les Verts et des grands élus du mouvement. Après c'est évident que comme on est plutôt de tradition libertaire, et je trouve ça tout à fait normal, on n'a ni interdit ni poussé. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu aussi un mouvement où les militants écologistes se sont dit on va aller voter le 22 avril pour Eva Joly et on va participer pour choisir celui ou celle qui sera au deuxième tour. Donc ils y sont massivement allés. Je pense que la très grande majorité a voté pour Martine Aubry, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et de façon significative. Beaucoup, certains ont voté pour Arnaud Montebourg d'ailleurs sur plutôt les thèmes de la rénovation démocratique, la 6e République, et puis aussi le lien avec l'idée de démondialisation qui a intéressé les écologistes. Alors c'est amusant parce que je l'ai dit à mes propres camarades, je leur ai dit c'est bien parce que ça vous intéresse la 6e République, mais vous avez peut-être voté aussi pour le plus pro-nucléaire des candidats socialistes. Arnaud est probablement celui qui est le plus attaché au maintien du nucléaire dans le mix énergétique. Voilà. Donc voilà, bon, après les uns et les autres ne sont pas à une contradiction près, donc ce n'est pas très bien, ce n'est pas bien grave. Sur la démondialisation, parce qu'il n'est pas le candidat des écologistes, Arnaud Montebourg. Sur la démondialisation, on va vous faire écouter ce qu'en pense Jean-François Copé, un UMP.
celui qui va être le faiseur de roi pour le second tour, c'est Arnaud Montebourg. Or, le problème des faiseurs de roi, c'est qu'on doit les courtiser, les faiseurs de roi. Donc voilà qu'Arnaud Montebourg va devenir, de la part des deux finalistes, Mme Aubry et M. Hollande, l'homme le plus important de la Terre. Avec évidemment à la clé tout le programme de Arnaud Montebourg, qui est ce concept fou, je crois qu'il faut appeler les choses par leur nom, de la démondialisation, qui fait hurler de rire le monde entier. Alors, le concept fou qui fait hurler de rire le monde entier, est-ce que finalement, ce n'est pas un écueil et pour les socialistes et même pour vous, écologistes, d'adhérer comme ça à des thèses qui sont à la gauche de la gauche et qui, sous certains aspects, sont assez peu réalistes? Non, je crois pas, parce que bon, ça fait partie des élections, et là-dessus, Jean-François Copé a raison. C'est vrai que dans l'entre-deux tours d'une élection, on va toujours chercher celles et ceux qui ont été éliminés au premier et qui peuvent apporter un soutien. Après, tout à la fois, ça fait partie du jeu d'alliance, et tout à la fois, je pense que c'est pareil, il faut relativiser, parce que les Françaises et les Français, aujourd'hui, ils sont de plus en plus autonomes, hein, tant mieux d'ailleurs, hein, ils n'attendent pas ni la parole suprême du futur président, ni les consignes de vote. Les gens, ils sont, surtout dans cet électorat qui a participé aux primaires, ils sont beaucoup sur Internet, c'est un public très informé, et ils se prononceront en leur âme et conscience, comme on dit, donc je crois que c'est pas très important. Après, la question de la démondialisation, moi, j'aime pas trop le terme, parce que le terme fait très agressif vis-à-vis de l'extérieur, fait très replié, fait très identitaire, fait très protectionniste, même si, pour le coup, moi, je suis un tenant de la gauche économique, de la régulation, de l'impôt, dont moi, je n'ai pas besoin de le réhabiliter. J'ai de l'estime pour l'impôt quand il est juste et progressif. Après, il y a le rôle du service public, il y a le rôle de l'investissement public pour des grands investissements futurs et importants sur les transports collectifs, sur les énergies renouvelables. Donc voilà, donc sur cette thématique-là de la régulation et du gouvernement économique, y compris européen, je crois que c'est important qu'il y ait différents acteurs qui portent cette idée plutôt qu'une idée de social-libéralisme, de main du marché, etc. Donc c'est des thèses qui pourraient rentrer dans votre contrat gouvernemental et qui peut-être se rapprocheraient de Jean-Luc Mélenchon aussi. Mais vous savez, de toute façon, tout ce débat-là est intéressant parce que Jean-Luc Mélenchon, lui, il porte la question de la planification écologique. Alors c'est pareil, le mot plan effraie un petit peu. Il a des connotations négatives, notamment par le passé et dans l'histoire, pas de notre pays plus que ça, mais dans d'autres pays. Et c'est vrai que planification, démondialisation, il y a un manque de dynamique, je pense, quand même, vers l'ouverture extérieure. En revanche, et je le répète, le fait qu'on soit plus dans une lutte et contre les libertés excessives aux banques, une lutte contre les libertés excessives de l'industrie, le fait que les normes environnementales et sociales sont peu respectées et que aujourd'hui le seul ordre international qui existe en vrai, c'est celui mondial du commerce, alors qu'il n'y en a pas vraiment des solidarités, il n'y en a pas non plus une organisation mondiale de l'environnement comme nous voulons les écologistes. Voilà, ce monde-là, très sincèrement, il est à changer, il est à réguler. Donc des thèses qui se rapprochent, oui, et y compris le gagnant ou la gagnante de dimanche soir aura bien intégré ça. La demande de régulation, d'intervention publique, la demande de plus de justice, de plus de solidarité et de lutter vraiment contre l'ordre établi, c'est une demande très forte qui monte en France et qui monte parmi pas seulement les plus défavorisés, mais y compris celles et ceux qui aujourd'hui vivent correctement, mais qui veulent vraiment changer le système. On a beaucoup de questions, donc on va aller assez vite. Le groupe du Parti socialiste aussi s'est réuni cette semaine au Sénat. Les résultats des primaires étaient bien sûr sur toutes les lèvres. François Hollande, vous savez, il compte de nombreux soutiens. Vous allez le voir avec ce reportage de Fabrice Cunet. Pour les sénateurs, le résultat final sera quand même très serré. Tout le monde a trouvé une place, à ce que je vois. Réunion de groupe ce matin, les sénateurs socialistes se risquent au jeu des pronostics avant le second tour de la primaire. Pour beaucoup, le duel est très ouvert et le petit jeu des ralliements serait loin d'être une science exacte. Dans une élection d'un type tout à fait nouveau, je ne suis pas certaine que le comportement des électeurs aille dans le sens des reports commandés par leur chef de file. Pour le porte-parole de Manuel Valls, la question ne se pose plus. Son chef de file s'est clairement prononcé en faveur de François Hollande. Nous avons dès hier rejoint sans équivoque les équipes de campagne de François Hollande et nous jouerons
à leur côté et tous ensemble notre parti pour qu'il y ait dimanche prochain le nécessaire rassemblement autour de François Hollande. Il a négocié quelque chose ? Manuel Valls est un homme qui ne négocie rien, il fait les choses pour être utile et c'est ce qu'il a démontré là où certains disent qu'il s'est prononcé rapidement, c'est la preuve qu'il n'a rien négocié. Autour de la table, les partisans de François Hollande sont largement majoritaires. Une situation pas toujours confortable pour les soutiens de la maire de Lille. Alors même si tous s'en défendent, le résultat de dimanche conditionnera certainement l'ambiance des prochaines réunions de groupe. Alors c'est vrai, Jean-Vincent Placé, le résultat de dimanche peut donner une dynamique forte ou pas, tout dépend si c'est serré ou pas. Vous attendez une élection serrée? Moi, je pense que déjà la dynamique existe, je le dis très franchement et sincèrement, et je pense que le résultat sera serré, et que c'est pas bien grave. Il y a, dans la vie politique, il y a des résultats, et celui qui gagne d'une voix, il a gagné. Après, il aura, je le dis, mais je ne veux pas excessivement conseiller le candidat socialiste ou la candidate socialiste, il aura à rassembler les siens, il aura à s'ouvrir sur les partenaires, et il aura à s'opposer très fortement, et y compris faire en sorte que c'est dynamique, et pour le premier tour, et pour le deuxième tour. Nous ne serons pas contre le candidat socialiste, nous serons bien à côté. Juste une petite question finale sur ce dossier. Quand vous voyez ces primaires-là, vous n'avez pas l'impression d'avoir un peu raté les vôtres ? Je vais vous dire, alors c'est peut-être mon côté dinosaure de la politique, même si je suis jeune d'âge, mais moi je le dis franchement parce que tout le monde dit c'est formidable, mais je dis c'est très bien, donc je veux même pas mettre de bémol. On se souvient quand même des querelles d'un Nicolas Hulot parti quasiment les pieds devant. Vous savez, moi j'aime l'histoire, et puis je crois que j'ai un peu de culture politique. Je crois que le seul qui a été élu président de la République à gauche, il a été désigné au deuxième sous-sol de l'Assemblée nationale en candidat unique en décembre 1980. Il s'appelle François Mitterrand. Alors, moi, voilà. Donc, on peut réinventer tout et essayer de ressembler à fond aux États-Unis et faire vraiment de la place au fait. Primaires, en fait, Non, je suis pas. Je pense que ça a été bien fait. Donc, vous voyez, je peux pas dire que c'est un échec et tout. Je dis c'est une réussite, ça a été bien fait. Très franchement, les Françaises et les Français, ils attendent des réponses sur l'emploi, sur le logement, sur la santé, sur l'éducation de leurs enfants, sur l'écologie évidemment, sur la démocratie. Donc on va peut-être pas leur parler pendant des siècles de savoir combien il y avait de bureaux de vote, comment il fallait y aller, etc. Donc je pense que la dynamique, elle sera là. Voilà. Le résultat, je pense qu'il sera serré parce que ça me paraît assez évident vu les résultats du premier tour et vu aussi la proximité de l'une et de l'autre sur le plan idéologique. Voilà. Allez, on va reprendre le fil normal de la semaine. Lundi, c'était vos journées parlementaires. Oui, les journées donc d'Europe Écologie Les Verts. Retrouvailles à Rambouillet donc pour les députés et sénateurs d'Europe Écologie Les Verts dans une ambiance bonne évidemment après le bon score des sénatoriales. Jérémy Hartmann, Germain Andrieux. Ce matin, en arrivant à Rambouillet, le rouge était plus que jamais de rigueur pour Eva Joly. Mais pas question d'oublier le vert. Au lendemain du premier tour de la primaire citoyenne, la candidate écologiste à la présidentielle met déjà la pression à François Hollande et Martine Aubry. C'est vrai que Martine Aubry, sur le nucléaire, est plus en avance, plus proche de nos positions que François Hollande, mais cela ne veut pas dire que François Hollande ne bougerait pas sur ses positions. Un rapport de force où les écologistes essaient d'exister face à leurs partenaires de gauche. Bravo. Ça va? Merci de ton invitation surtout. Les socialistes, invités de marque de ces journées parlementaires d'Europe Écologie avec le front de gauche, ou comment ne pas être totalement éclipsé par l'actualité de la primaire. Il n'y a pas grand monde qui parle aujourd'hui, ni d'ailleurs Nicolas Sarkozy ou de l'UMP ou du Parti communiste ou un peu d'Europe Écologie Les Verts. C'est le temps de la primaire qui a focalisé, c'est comme cela. Confiants, les écologistes le sont. Au sénatorial de fin septembre, 10 élus verts sont rentrés à la Haute Assemblée. Alors pour 2012, la patronne du parti rêve déjà d'une nouvelle gauche plurielle, mais un peu relookée. Au moment de la gauche plurielle, il y avait un gros parti socialiste et plein de petits satellites à qui on distribuait un sucre chacun son tour. Là, on prépare les choses en amont et on l'a fait de manière transparente avec les autres formations politiques. On a dit au Front de gauche, si vous voulez participer avec nous, vous êtes les bienvenus. C'est pas leur souhait, je peux le comprendre, enfin, même si je le regrette, je peux le comprendre, mais c'est quelque chose de très ouvert. En revanche, ça nous engage tous. Ça nous engage tous durablement pendant 5 ans. À bientôt, à bientôt. Ce nouvel attelage de gauche dépendra surtout du résultat de la présidentielle. Un scrutin qui n'a jamais beaucoup réussi aux écologistes. Leur meilleur score date de 2002. Noël Mamère n'avait pas dépassé les 6%.
Donc on a vu, vous y étiez, bonne ambiance, vous confirmez? Oui, oui, très bonne. Oui, alors il va donc y avoir des négociations, on l'a vu dans le sujet. Ouais. Est-ce que dans un premier temps, là déjà, on entend déjà assez Eva Joly? On a l'impression Oui. qu'elle a un petit peu disparu des mais écrans. ça, vraiment, ça me fait. Je vous trouve fabuleux. Oui, c'est fabuleuse. On a parlé trop des primaires, Mais c'est non, ça. mais Voilà. moi, je vous reproche même pas de faire votre travail. Je comprends que là, il y avait le focus sur les primaires et tout, mais c'est vraiment. Je dis même pas, c'est l'hôpital qui se moque de la charité, quoi. C'est. Non, bah, Pendant un expliquez-nous mois, alors, expliquez-nous, Eva y Joly, compris qu'est-ce qu'elle d'ailleurs, doit faire pour c'est être- mon point commun C'est avec dur Jean-François d'exister, Copé c'est ça. et du MP, c'est que pendant un mois, vous ne parlez que des primaires, et après vous nous dites, ah bon, mais on vous quand même, on reproche de n'entend pas pas parler assez de vous vous. entendre. Alors nous, on bosse, on fait plein de réunions, on travaille avec Des des journées experts, parlementaires. on fait des journées parlementaires, on est sur le terrain, on fait des déplacements, on fait des réunions. Bon, sauf que voilà, après, c'est vous qui choisissez aussi comment. Mais j'aimerais vous- s'en placer plus sérieusement. parce qu'il y a Eva quand même Joly les- l'a dit, ouais. elle y va à son rythme. Est-ce Oui. que c'est votre rythme? Oui. Vous savez, pareil comme pour les primaires. Moi, je veux vous dire, on va relativiser tout ça. Nous, notre point fort, c'est qu'on a un très très bon projet et que nous sommes les seuls à parler d'écologie en vrai. C'est-à-dire que tout le monde parle d'écologie globalement dans son discours. Voilà, nous, on en parle beaucoup, on est experts sur le sujet, on en fait dans les mairies, dans les régions, on porte le combat je vous l'ai dit, la synthèse de la protection de la planète, des solidarités, de la justice, la 6ème République. Oui, je pense que plutôt tout va bien. Eva Joly est sur le terrain. Nous avons une très très bonne entente entre la candidate et le parti et sa secrétaire nationale. Voilà, donc on fera les temps nécessaires et je vais vous dire, ce qui va compter pour nous, comme d'ailleurs à chaque élection présidentielle, c'est d'être à fond dans les 6 dernières semaines, au moment où la cristallisation s'opère. Et là, on va essayer d'intéresser encore plus les Françaises et les Français à nos thèmes écologiques. Alors, si tout va bien, on va passer au mardi. Les sénateurs sont venus nombreux. Écoutez le nouveau président, Jean-Pierre Bel. C'était la traditionnelle allocution marquant l'ouverture des travaux parlementaires. Jean-Pierre Bel demande au gouvernement de ne pas surcharger l'ordre du jour de projets émotionnels ou de circonstances. Un plaidoyer sur la nécessaire relance de la décentralisation. Écoutez. Le gouvernement ne dispose plus que de la moitié du temps parlementaire. Il doit en tirer toutes les conséquences et éviter de surcharger notre ordre du jour de projets de loi émotionnels ou de circonstances. Alors Jean-Vincent Placé, quand Jean-Pierre Bel parle de ces projets de loi émotionnels, il dénonce bien sûr les faits divers, une loi appliquée par le gouvernement aujourd'hui, en tout cas selon les termes de Jean-Pierre Bel. Vous vous y opposerez quoi qu'il arrive ? C'est la position des Verts aujourd'hui ? Oui, je crois que l'intérêt du bicamérisme, du fait qu'il y ait 2 chambres, c'est que la première, évidemment l'Assemblée nationale, qui y compris a le dernier mot, reflète la majorité à un moment donné du pays. Et le rôle du Sénat, nous voulons plutôt un Sénat des régions, mais bon, on ne va pas parler de ça aujourd'hui, il doit être plus dans les grands enjeux stratégiques, et y compris sur des questions très personnalisées sur l'euthanasie, sur la bioéthique, sur des grands sujets comme ça de société. Eh bien, il doit y avoir une vision pas plus paisible, mais pas non plus pondérée, comment on pourrait vous dire ça, avec beaucoup plus de recul, avec une volonté de légiférer, y compris dans le calme, jamais dans l'urgence, pas dans la précipitation, et faire en sorte qu'on écoute davantage. Moi, je le souhaite, bien sûr, un Sénat d'opposition, mais un Sénat utile sur les projets de loi. Parce qu'on a vu depuis 4-5 ans pourquoi aujourd'hui le Sénat a perdu sa majorité. M. Larcher n'est plus président, c'est un homme respectable, M. Larcher. Mais enfin, c'était un Sénat godillot. C'est-à-dire que quand nous, on était au pouvoir, ils nous cognaient dessus en faisant l'obstruction, et quand la droite est au pouvoir, ils sont godillots. Donc c'est sûr que personne n'a compris l'utilité du Sénat, aussi bien les Français et les Françaises, mais aussi les grands électeurs. Donc voilà où on en est. Et nous avons à restaurer l'image du Sénat, à faire de la politique autrement, à faire de la législation autrement, et de ne pas faire en sorte qu'on soit sous la couture du pantalon. Vous voyez, c'est valable pour le candidat socialiste, mais c'est aussi valable pour le président Sarkozy, parce qu'il y a 4-5 communicants qui se sont réunis dans la petite cellule autour de M. Sarkozy et de M. Buisson le matin, et donc on légifère dans les 10 jours, en oubliant toutes les lois. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'on parlait à un moment de la fameuse prime de 1 000 € pour je ne sais qui, je ne sais quoi, je ne sais quel moment. Est-ce qu'on en parle aujourd'hui ? Eh bien non. Et pourtant, pendant 8 jours, on ne m'a posé que cette question-là, parce que le président
la République a eu cette lubie avec ses conseillers. On ne peut plus travailler comme ça dans ce pays. Une petite question sur le groupe que vous voulez constituer au Sénat. A priori, la règle, c'est que c'est 15 sénateurs pour avoir un groupe. Pourquoi réclamer 10? Pourquoi est-ce que moi, je réclame rien. Vous l'avez obtenu quand même. Non, mais d'une part, le président du Sénat l'a annoncé dans son discours mardi. Je crois que sa volonté, c'est un privilège. C'est sa volonté. À la Le président du Sénat, non. Vous savez, alors c'est ce qui est bien ici, c'est que je crois que même tout le monde s'est mis au fait que c'était un peu immuable ici. Donc il faut faire comme avant. C'est ce qu'on me dit souvent. On me dit ah mais non, c'est pas possible ce que tu dis parce qu'au Sénat on fait comme ça, etc. Bon voilà. C'est vrai qu'on vous a dit, on vous a répété que vous n'étiez pas dans un conseil régional. Non, mais personne n'a jamais dit ça. D'ailleurs, c'est les journalistes qui disent ça. Et comme d'ailleurs, non, mais en plus c'est relayé. C'est-à-dire qu'il y a un truc faux au départ et le truc faux est relayé pendant 8-10 jours. Mais bref, ça c'est autre chose. Mais pour en revenir au sujet, je crois que ce qui est important, c'est d'avoir la diversité politique. À un moment, les groupes au Sénat étaient à 20, puis à 15. Je crois que c'est un progrès démocratique d'aller à 10. À l'Assemblée nationale, d'ailleurs, à la demande des communistes, c'était à 30, puis 20, puis 15. Ils sont 577. Et ce n'est pas une mesure de circonstance ou parce que moi je l'aurais exigé. Je crois que c'est une volonté partagée de la majorité et de son président, le président du Sénat, de faire en sorte qu'il y ait plus de démocratie, plus de débats et plus de diversité au sein de la Haute Assemblée. Jean-Vincent Placé, vous aviez dit « je ne veux pas d'un Sénat ronron ». Oui. Eh bien, écoutez ce sénateur, Joël Labbé. Voilà, écoutez, puis on revient juste lui, après pour en parler. Hein, Joël, hein. Il y a quelques jours, je suis entré ici avec beaucoup d'émotion dans cette grande et haute maison, si chargée de l'histoire, et il m'est venu en tête une douce petite musique portant ces mots très forts. For the times, they are changing. C'était Bob Dylan, c'était les années 60, ces mêmes années 60 où commençaient les travaux du Club de Rome. Eh bien voilà, Bob Dylan au Sénat, c'est ça le changement, Vincent Placé? C'est bien, je pense que ça va être la première fois que Bob Dylan est cité au Sénat, et c'est Joël Labbé, notre sénateur du Morbihan, c'est quelqu'un vraiment de formidable, c'était une surprise. Ça va donner le ton en tout cas. Oui, mais c'est pas. Attention, parce que c'est bien Bob Dylan, mais ce qu'on veut faire, c'est tout à la fois des choses sur les symboles et Bob Dylan, voilà, mais pas que sur Bob Dylan. C'est-à-dire que là, on parlait de réforme portuaire, beaucoup plus d'écologie, c'est l'intérêt de la commission écologique que nous allons créer dans la prochaine modification du règlement intérieur, et c'est aussi une vraie rénovation démocratique du Sénat, parce qu'il y a un moment, on est enfin d'ailleurs regardé par les Françaises et les Français au Sénat, et je peux vous dire qu'on nous attend quand même au tournant, et on a intérêt à être utile, beaucoup plus sobre et beaucoup plus éthique aussi. Allez, on va passer au mercredi avec un sujet qui va vous intéresser, Jean-Vincent Placé, c'est à l'Assemblée l'unanimité contre le bisphénol A. C'est un phénomène rare, une proposition de loi socialiste adoptée à l'unanimité par les députés. Le texte instaure l'interdiction du bisphénol A dans les contenants alimentaires, un perturbateur endocrinien qui avait déjà été interdit pour la fabrication des biberons. On écoute le député Gérard Bapt. Maintenant, le bisphénol sera interdit à partir du 1er janvier 2014, dès le 1er janvier 2013 en ce qui concerne les enfants de moins de 3 ans, ce qui existe d'ailleurs déjà au Danemark. Le fait de produire sans bisphénol ou sans un autre perturbateur endocrinien va représenter un avantage commercial pour les firmes qui pourront les commercialiser. Donc c'est là-dessus que je compte pour que le mouvement étant donné, très rapidement, nous trouvions la plupart des aliments, y compris en conserve, ce qui est le plus difficile, sans bisphénol, parce qu'il faudra ensuite passer au phtalate ou à l'aspartame. Alors le Sénat suivra sûrement ce vote des députés. Oui, moi je suis très content qu'évidemment il y ait l'unanimité. Je me souviens que quand Cécile Duflot était jeune porte-parole de notre mouvement, elle l'avait dit, je crois la première, il y a 7-8 ans, dans une indifférence générale. Donc comme quoi, on a raison de porter... Oui, on a raison. La prochaine étape, c'est quoi? Donc l'entendait, c'est l'aspartame par exemple? Des grands dossiers de santé publique? Non, mais moi, je ne suis pas un spécialiste précis des différents médicaments qu'il faut supprimer ou de ce qui est souhaitable de faire. Donc, je le dis très franchement. Après, dans tous ces dossiers, le principe de précaution doit s'appliquer. Et c'est vrai que là, on a une énorme progression avec des lobbies industriels qui sont là, notamment les lobbies pharmaceutiques ou les lobbies agroalimentaires. Et nous, le débat que nous avons porté, tout seul au début, mais renforcé maintenant, c'est évidemment
sur la relation entre la santé et l'environnement. Et c'est une idée qui progresse et je m'en réjouis très franchement. Alors, il n'y a pas eu de miracle, en revanche, l'Assemblée sur une autre proposition de loi socialiste. L'Assemblée qui a rejeté un texte interdisant l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste sous toutes ses formes. Pour l'instant, seule la méthode de la fracturation hydraulique extrêmement polluante est interdite. Jean-Vincent Placé, cela peut être un de vos combats au Sénat, une interdiction totale sous toutes ses formes? Oui, nous portons l'interdiction totale de l'exploitation, bien sûr, mais de l'exploration. Et on voit bien que, je ne reviendrai pas sur le fait que ce soit M. Borloo qui, en partant, ait autorisé tous ces permis. Je me suis réjoui que M. Jacob soit devenu assez écolo, surtout sous la pression de ses électeurs dans sa circonscription. Nicolas Sarkozy est revenu là-dessus cette semaine. Oui, en fait, j'ai constaté qu'il y a 15 permis qui sont en cours, mais à chaque fois que Nicolas Sarkozy va dans un endroit où il y a des permis en cours, eh bien, il les arrête. Donc, il les a arrêtés dans le Gard, dans son déplacement. Il en a arrêté 3. Il y en a encore 15 en cours sur directement les gaz de schiste. Il y en a encore 64 également sur, au-delà d'autres formes d'hydrocarbures. Nous, c'est l'interdiction totale que nous voulons. L'interdiction totale aussi de l'exploration. Parce que, je crois que c'est bien parce que quand j'avais discuté de ça avec Christian Jacob, quand il avait ses propres électeurs qui étaient devant sa permanence et qui votaient en plus traditionnellement à droite, il a enfin compris qu'effectivement c'est compliqué d'expliquer aux gens que de balancer à 400, 500 mètres des millions de mètres cubes d'eau avec des produits chimiques et du sable, expliquer que ça ne touche pas la nappe phréatique, moi je leur souhaite bon courage à tous ces gens-là. Donc en plus, l'exploitation n'a que peu d'intérêt, y compris sur le plan économique, dans la mesure où ce n'est même pas bénéficiaire. Donc il faut arrêter tout ça, il faut l'arrêter en France, en Europe, il faut l'arrêter y compris dans le monde entier. Si on trouve d'autres méthodes moins polluantes, sait-on jamais, que la fracturation hydraulique, il faut vraiment fermer la porte au gaz de schiste, quoi qu'il arrive. C'est un peu le même débat qu'il faut rapprocher de la sortie du nucléaire. C'est qu'on sait que tout ça va s'arrêter à un moment ou à un autre. Donc est-ce qu'on veut continuer à forer sur le gaz de schiste? Est-ce qu'on veut aller en Arctique, Antarctique, chercher encore du pétrole? Ou est-ce qu'on veut faire en sorte que la France, qui a beaucoup innové dans le monde, on a été les premiers sur la démocratie, on a été les premiers sur la démocratie sociale, les solidarités, les syndicats. Est-ce qu'on pourrait être encore digne de notre histoire, être en avance pour l'Europe, pour le monde et pour la planète, être les premiers des écologistes, et y compris, je le dis aux entreprises, vous allez gagner de l'argent en faisant ça, plutôt que de subir le poids des industriels américains, russes ou chinois, qui de toute façon, à un moment, sont plus concurrentiels que nous sur ce type de dossier. Voilà, donc tout à la fois, c'est mieux, et tout à la fois, ça pourra servir à l'industrie française. On est quand même là-dessus vraiment très très en retard, surtout en vérité. Ça sera un des enjeux de la campagne, vous pensez ça? L'enjeu global des énergies, oui, bien sûr, parce que le fait énergétique, c'est le débat du productivisme. Parce qu'à un moment, pourquoi on produit beaucoup? C'est parce que l'énergie est à bas coût. Ensuite, il y a le problème des transports, donc c'est toujours le même problème. Quand on peut transporter à bas coût, eh bien, on a une économie mondialisée qui est ridicule, où on fait 10 000 bornes pour donner un kiwi à quelqu'un pour le manger, etc. Enfin, vous voyez, c'est toute cette logique-là, globalement, d'une forme de régulation et de forme de relocalisation que nous voulons avoir, avec une dynamique sur les énergies renouvelables, avec une dynamique sur l'agriculture de proximité, et puis que globalement aussi on soit un moment porteur de sens. Pourquoi on fait de la politique? C'est pour rapprocher les gens et pas pour les opposer, et ça va être aussi un moment, ce grand temps de l'élection présidentielle, où j'espère qu'on sortira des histoires, des grands débats passionnants entre le chef de l'État et Jean-Pierre Raffarin sur la taxe des parcs d'attractions, parce qu'on réussit maintenant à faire des focus de 3-4 jours sur 90 millions pour la taxe sur les parcs d'attractions, alors que je crois très sincèrement que les Françaises et les Français nous attendent sur une mobilisation autour d'un grand projet et de valeur pour la France. Pour en revenir sur le gaz de schiste, vous avez obtenu la création d'une commission sur le développement durable. Ça peut être éventuellement un de ces combats. Bien sûr, on était quand même ici au Sénat, alors que la révision constitutionnelle d'ailleurs de M. Sarkozy permettait de créer cette commission. On était une des dernières assemblées en Europe, dans les démocraties occidentales, à ne pas avoir de commission qui s'intéresse à l'impact, notamment sur l'environnement. Vous l'avez obtenu, mais vous n'avez pas obtenu la présidence. En vérité, on nous l'a... non, à un moment, on nous l'a un peu proposé, d'ailleurs, pour être très franc, donc je vous dis la vérité. Sauf que, comme justement, on subit assez de railleries de votre part sur le groupe A10, sur tout ça, on a voulu montrer, et que c'est très sincère de notre part, que nous nous intéressons à la question de fond et qu'on ne voulait pas créer une commission pour avoir un poste qui eût été votre première réaction, je pense. Et donc, on me dit que ça sera un candidat... Qui aurait eu une certaine logique, cependant, mais...
Oui et non. C'est-à-dire que nous ne voulons pas, comme l'a dit Cécile Duflot, être dans les sucres environnementaux. C'est-à-dire que l'écologie, c'est global. Et c'est aussi dans les affaires culturelles, dans la recherche, dans l'éducation. Et je suis vraiment très content, ça me permet de le dire, que Marie-Christine Blandin soit la première présidente de commission d'une assemblée parlementaire qui soit écolo. Allez, Voilà. on passe au jeudi avec les journées parlementaires de l'UMP. Alors, cela se passe à Saint-Cyr-sur-Loire et les dirigeants de l'UMP ont une difficile mission, exister face à la primaire socialiste et surtout remobiliser leurs troupes après la défaite au sénatorial. Séance de remotivation collective, c'est un sujet de Jérôme Rabier. Opération reconquête pour l'UMP à Saint-Cyr-sur-Loire. La primaire socialiste bientôt finie, il faut occuper le champ médiatique et repartir au combat. Le mot d'ordre, c'est la mobilisation générale. Voilà. Notre grand round de primaire étant maintenant totalement terminé, on va pouvoir enfin travailler. Après 2 mois où on a pris beaucoup de coups, maintenant on va remonter à cheval. Pour mener cette bataille, le parti doit se serrer les coudes. Oubliez les dissidences au sénatorial, la majorité joue l'unité. Surprise de vous voir. Oui, c'est pas une surprise de me voir, je suis un militant exemplaire depuis 40 ans. Surtout. Votre présence, c'est la preuve du grand rassemblement pour lancer la campagne ? Une seule et unique cible pour tous les participants, le Parti socialiste et ses primaires omniprésentes. Le Parti socialiste a eu la chance de pouvoir occuper l'espace médiatique, quelquefois de manière un peu creuse, mais en tout cas, on a vu que des socialistes qui débattaient entre eux, on a presque l'impression que le débat politique se résume aux socialistes. On les a beaucoup entendus parler, on n'a pas entendu de propositions. On n'a rien vu sur le fond. Sinon, beaucoup d'erreurs, beaucoup de dangers, sur la fiscalité notamment. Et puis on voit bien qu'il est temps aussi que cette campagne primaire s'arrête, parce que ça vole bas entre eux en ce moment. En revanche, pas question de s'attarder sur la création d'un courant humaniste cette semaine à l'UMP qui pourrait éventuellement faire naître des divisions. C'est bien connu, rien de mieux qu'un ennemi commun pour resserrer les rangs avant le vrai combat. Finalement, ils disent un peu la même chose que vous. C'est ouf, les primaires socialistes se terminent. On va enfin pouvoir, parler des choses sérieuses. Et réexister sur la scène médiatique. Non, mais je vous l'ai dit, on est serein, donc on va faire à notre rythme, et puis on va intensifier après Noël, et puis on intensifiera après février-mars. On est très serein. François Hollande disait qu'il avait peur d'une campagne violente venant de l'UMP notamment. Est-ce que vous aussi vous craignez cette campagne ? Oui, je le crains parce que le climat politique est très détérioré entre la majorité et l'opposition. Dans la majorité, je crois qu'aujourd'hui, il y a un parti majoritaire aux abois, après les échecs municipaux, 2008, européens, régionaux, cantonaux, la perte du Sénat qui est tout de même, on s'y habitue peut-être en fait depuis 2 semaines, mais enfin c'est quand même une déflagration dans le champ politique français. Et on sait la capacité du clan Sarkozy à vouloir s'accrocher au pouvoir, oui effectivement. Donc à partir de lundi, c'est la contre-attaque de l'UMP. Nous, on veut rester sur le fond et je crois que d'ailleurs, je le dis aux amis socialistes, ils ont été plutôt dignes et responsables dans le débat pendant 1 mois. Il y a évidemment quelques petites escarmouches d'arrière-garde cette semaine, mais ça c'est assez naturel et ça a été plutôt digne. Et nous, on doit avoir cette dignité-là, ce sens des responsabilités, être sur le projet, sur les propositions, sur les idées. Et puis, laisser à la droite ces méthodes. Mais c'est sûr que quand dans l'ambiance Karachi, Bourgi, Takedine, voilà, c'est la politique dont on ne veut plus tout ça. Bon, on va finir de façon un petit peu plus légère. Vos bureaux doivent être non loin du musée du Luxembourg, je crois. Vous avez peut-être l'occasion, en vous promenant, d'aller voir cette exposition, celle de Paul Cézanne, qui vient d'ouvrir donc au musée du Luxembourg. 77 œuvres du peintre du 19e siècle, comme vous pouvez le voir sur ces images. Les gens restent placés, vous aurez peut-être un petit peu de temps. Cette exposition ferme ses portes fin février. Mais ce sera bien après la fin de la discussion budgétaire. Non, mais j'ai prévu d'y aller. Je crois qu'on a une petite visite de prévue la semaine prochaine ou la semaine d'après. Oui. Voilà, et c'est évidemment ouvert au public, bien évidemment, puisque c'est ça l'intérêt. Voilà. Merci d'être venu sur cette émission Commenter l'actualité de la semaine. Et quant à nous, Mickaël, on se retrouve la semaine prochaine. Ben voilà, même lieu, même heure. Bon week-end.